Je suis Antoine Boulan, je suis donc historien, docteur de l'Université de Paris-Sorbonne et je travaille depuis plusieurs années sur l'histoire politique, institutionnelle et militaire de la Révolution française et du Premier Empire et singulièrement l'histoire de la Terreur. Saint-Just est un personnage très important de l'histoire de la Révolution française et qui pourtant demeure dans l'historiographie relativement en second plan par rapport à des grandes figures montagnardes en particulier, comme Robespierre, comme Marat, comme Danton, qui ont naturellement attiré l'attention d'énormément d'historiens. Et pourtant c'est un personnage absolument central. J'ai parlé de Robespierre, il a été très proche de Robespierre, personnellement et idéologiquement. Il a été membre du comité de salut public, donc il a fait partie de ce petit cercle de 12 conventionnels qui dirigeaient de façon effective la France en 1793 et 1794. Il a eu des missions aux armées très importantes, il a contribué à la défense nationale et il incarne peut-être plus que l'incorruptible lui-même, la terreur dans son côté le plus intransigeant, le plus pur, et tous ces aspects liés également à sa jeunesse, puisqu'on sait qu'il est mort à 4 semaines de ses 27 ans, il est donc mort très jeune. Tous ces éléments font de ce personnage une figure mythique de la Révolution qui a attiré beaucoup l'attention des écrivains, des artistes et des historiens dès le XIXe siècle, et qui le positionne comme une des figures majeures de l'histoire révolutionnaire. Alors la dernière biographie de Saint-Just est très ancienne, elle a 35 ans, elle a été publiée par cet historien qui avait consacré une grande partie de sa vie à ce personnage qui s'appelait Bernard Vinault, et donc il me paraissait important de remettre en avant la figure de Saint-Just qui a été quelque peu oubliée sur un plan historiographique depuis longtemps, en utilisant en effet quelques sources qui avaient peut-être été un petit peu négligées par mes prédécesseurs, car il y a eu beaucoup de biographes de Saint-Just depuis le XIXe siècle, et j'ai notamment, entre autres, voulu utiliser certains mémoires de contemporains et de conventionnels qui avaient côtoyé Saint-Just, je pense à Baudot ou à Levasseur. Alors on sait qu'il faut beaucoup se méfier des mémoires de contemporains qui souvent sont davantage des auto-justifications que des récits objectifs de ce que les personnes ont vécu, mais on ne peut pas se passer de ces témoignages de ces personnes qui ont vraiment côtoyé ce conventionnel, qui ont bien cerné son caractère. J'en parle beaucoup dans un chapitre sur l'homme Saint-Just où je me suis pas mal appesanti sur le caractère et le physique de ce député qui avait été un petit peu négligé. Et puis j'ai également consulté quelques pièces aux archives nationales qui m'ont notamment éclairé sur ses acquisitions de biens nationaux, sur ses missions aux armées. Donc j'ai essayé d'élargir un petit peu la focale du point de vue documentaire, mais surtout du point de vue de la problématique, c'est-à-dire que j'ai essayé de me poser peut-être des questions que les historiens précédents ne s'étaient pas posées, non seulement sur ces questions de caractère et de personnalité, mais surtout sur certains aspects de la vie de Saint-Just qui sont particulièrement emblématiques de sa carrière, et notamment ce qu'on a appelé les fameux décrets de Ventose sur le séquestre des biens des suspects, qui m'a beaucoup intéressé et que j'ai essayé un petit peu de relativiser par rapport au contexte de l'époque. Les années qui ont précédé l'engagement politique de Saint-Just comme député à la Convention sont très importantes dans sa formation intellectuelle et personnelle, puisque Saint-Just, au contraire de beaucoup de conventionnels qu'il a côtoyés, est né dans un milieu rural. Il est né dans la Nièvre, dans l'actuel département de la Nièvre. Sa famille a très rapidement déménagé dans un petit village qui s'appelle Blérancourt, dans le département de l'Aisne. Et donc, au contraire de Robespierre, de Brissot, de Barrère et de quelques autres, eh bien Saint-Just a vraiment côtoyé le milieu paysan et le milieu seigneurial. Il a été confronté aux problèmes que les paysans ont connus à l'époque en matière d'impôts, en matière de ce qu'on appelait la récupération des biens communaux par les seigneurs. Donc il a été très vite sensibilisé à la question des inégalités et du poids seigneurial sur la vie paysanne de la fin du XVIIIe siècle, ce qui a beaucoup façonné la vision qu'il développera beaucoup en 93 et en 94, une société de petits propriétaires, on dirait pré-capitalistes, où chacun possède son terrain, son lopin de terre, à l'abri du fisc, comme il le dira. Et il a été témoin du début de la concentration de ces grandes fermes, de ces grandes terres aux mains de communautés qui annoncent un petit peu les transformations rurales du XIXe siècle. Donc cette formation intellectuelle et personnelle est très importante dans la formation de Saint-Just, dans la manière dont il concevra la société idéale et la cité idéale révolutionnaire à partir du moment où il sera élu à la Convention nationale.
Alors Saint-Just a publié dès juin 1791 un ouvrage qui s'appelle effectivement L'esprit de la Révolution française, et dans lequel d'ailleurs il s'affirme encore monarchiste, c'est-à-dire qu'il témoigne de sa fidélité à la monarchie constitutionnelle telle qu'elle existait à l'époque. Donc on a évidemment un contraste très important avec la figure du Saint-Just qu'on retrouvera quelques mois plus tard et qui bascule en gros au moment où la famille royale s'enfuit de Varennes. Le moment correspond d'ailleurs à la parution de ce livre, et c'est vraiment à partir de 1792 que Saint-Just va progressivement basculer, comme beaucoup de ses futurs collègues d'ailleurs, vers le républicanisme, le sentiment républicain. Mais c'est vrai que dans cet esprit de la Révolution, qui est un ouvrage très abouti alors qu'il est encore très jeune, il attache encore relativement d'importance à la monarchie constitutionnelle. Il se montre encore fidèle à ce régime monarchique qu'il réprouvera quelques mois plus tard, et surtout bien sûr à partir de la chute de la monarchie le 10 août 1792. Saint-Just a eu un rôle très important, alors peut-être pas aussi important qu'on a pu le dire, son intervention n'a peut-être pas fait basculer le procès du roi, mais c'est vrai qu'il a été un des tout premiers à s'exprimer, non pas pendant le procès, mais avant le procès, puisqu'il y a eu une discussion pour savoir si le procès du roi pouvait être légalement mené. La Convention, on le sait, a finalement décidé de mener elle-même le procès du roi, mais l'intervention de Saint-Just a été importante dans la mesure où il a expliqué que le roi était hors du souverain, c'est-à-dire qu'il était hors de la communauté des citoyens, et que par conséquent il fallait un procès, contrairement à Robespierre qui lui pensait qu'il ne fallait pas de procès du tout, car le peuple avait déjà jugé le roi en le renversant. Saint-Just pensait qu'il fallait un procès, mais un procès qui échappe aux règles ordinaires d'un procès. Il ne fallait pas de témoins par exemple, et de fait il n'y a pas eu de témoins pendant le procès de Louis XVI. Donc l'intervention de Saint-Just est importante parce que ce jeune homme que personne ne connaissait et dont la jeunesse frappait l'assistance, puisqu'il était le plus jeune député de la Convention nationale, il était le Benjamin de la Convention, séparé de quelques mois de Jean-Lambert Tallien qui lui avait déjà 27 ans, Saint-Just a pris position pour un procès hors norme, hors des règles ordinaires, et a prêché par son radicalisme pour que ce procès aboutisse inévitablement à la mort du roi, car dans l'esprit de Saint-Just, il était impossible que le roi qui avait monopolisé la souveraineté populaire à son profit puisse sortir indemne d'un procès comme celui qui s'apprêtait à être organisé. Les débats constitutionnels en 1793 ont été très importants, car si l'on avait renversé le roi en 1792 et convoqué ce qu'on appelait une convention nationale, c'était pour que cette convention rédige une nouvelle constitution et que la constitution de 1791 devienne totalement caduque. Donc le rôle de Saint-Just a été important dans ces débats, comme d'ailleurs celui de Robespierre, comme celui de Condorcet, le député apparenté aux Girondins, et on peut dire que l'apport principal de Saint-Just à la constitution qu'on a appelée de l'an 1 de 1793, qui n'a d'ailleurs pas été appliquée, puisque aussitôt votée, elle a été enfermée dans une arche en cèdre qui a été placée sous le bureau du président de la Convention. L'une des influences les plus importantes de Saint-Just dans l'élaboration de ce texte a été de lui donner une tonalité sociale, puisque dans la Constitution de 93, on dit notamment que le bonheur est un objectif de la société et que les droits au travail, à l'assistance et à l'instruction doivent être garantis. Donc il y a une connotation très sociale, très montagnarde dans cette nouvelle constitution, même si elle n'a jamais été appliquée, et on peut dire que Saint-Just a eu un rôle très important dans les débats qui ont eu lieu au moment de l'adoption de ce texte, et qu'il a marqué de son empreinte cette connotation sociale de cette nouvelle constitution. Alors Saint-Just est justement l'un des procureurs principaux de la Convention, si l'on peut appeler comme ça. Il y a eu bien sûr d'abord le discours contre Louis XVI, qui n'était pas un rapport d'accusation en tant que tel, mais qui était déjà un discours qui l'a positionné de façon radicale sur ces questions. Et c'est vrai que très rapidement, Saint-Just a été chargé par le Comité de salut public de rédiger les grands rapports d'accusation contre ce qu'on appelait à l'époque les factions, c'est-à-dire, pour le dire rapidement, les partis dissidents qui s'opposaient au Comité de salut public
République et à la Convention. Il y a eu d'abord les Girondins. Il a prononcé un discours important le 8 juillet 1793 pour demander la mise en accusation des Girondins qui avaient été proscrits le 2 juin 1793 lors du coup d'État parlementaire mené par la Commune de Paris. Ensuite, il y a eu un autre rapport important en mars 1794 contre ceux qu'on appelait les hébertistes, c'est-à-dire ceux qui suivaient ce journaliste Jacques-René Hébert qui attaquait régulièrement le gouvernement et appelait à une insurrection des sans-culottes contre le gouvernement montagnard. Et puis surtout, il y a eu ce grand rapport d'accusation contre Danton et contre les dantonistes, où Saint-Just a été très habile pour essayer de démontrer que Danton avait été royaliste et qu'il avait été lié à toutes les conspirations précédentes, que Danton avait été lié à Hébert, qu'Hébert avait été aux Girondins, que les Girondins avaient été liés à Lafayette, que Lafayette avait été lié à Mirabeau. Et donc Saint-Just a essayé comme ça de tisser une grande toile conspirationniste pour essayer de démontrer par les différents liens que Danton avait pu avoir à telle ou telle époque avec telle ou telle personne, que Danton était un royaliste qui ne rêvait que de rétablir la monarchie en France. Et c'est vrai que l'une des images les plus importantes, les plus majeures que l'on conserve de Saint-Just, c'est ce côté procureur, accusateur, et il est resté dans les mémoires comme l'homme de ces grands rapports d'accusation contre les principales factions qui s'opposaient au gouvernement, les Girondins, les hébertistes et les dantonistes. Cette question est difficile parce que, comme tout homme politique de l'époque, eh bien, il était très engagé en faveur du gouvernement montagnard, de la centralisation. Il considérait que la Convention et les comités de salut public et le club des Jacobins concentraient en leurs mains la totalité de la souveraineté populaire et que par conséquent, toute dissidence, dirait-on aujourd'hui, devait être effectivement punie de la manière la plus intraitable. Donc à partir de là, il avait un rapport à la vérité très souple. Il faut lui reconnaître avec les Girondins d'avoir été relativement indulgent, puisqu'il l'a écrit noir sur blanc, il souhaitait quand même épargner la grande majorité des députés girondins et punir essentiellement ceux qui s'étaient enfuis de Paris après le coup d'État parlementaire et avaient essayé, en tout cas selon lui, de soulever certains départements contre l'autorité parisienne. Mais en revanche, il a eu un rapport à la vérité extrêmement souple avec Danton, dont il a tout fait pour le charger d'accusations qui ont été naturellement par la postérité reconnues comme totalement infondée. Le rôle militaire de Saint-Just est très important. Alors, il faut d'abord préciser que Saint-Just n'était pas militaire, il n'était pas officier, il était ce qu'on appelait représentant en mission, c'est-à-dire qu'il faisait partie de tous ces députés, ces dizaines et ces dizaines de députés, que la Convention nationale a envoyés soit aux armées, soit dans les départements, pour préparer la victoire. Donc il n'était pas susceptible de participer aux batailles, même si on sait que Saint-Just a participé à des conseils de guerre, qu'il a été présent notamment lors de la célèbre bataille de Fleurus en juin 1794. Mais le rôle de Saint-Just, c'était de préparer les conditions de la victoire, c'est-à-dire de faire en sorte que les officiers, comme les généraux Pichegru ou Hoche, qui sont les deux grandes figures des armées du Nord en particulier pendant cette époque, devaient veiller à ce que les conditions de la victoire soient réunies pour que les batailles puissent avoir lieu et que les victoires puissent être remportées. Alors d'un point de vue économique d'abord, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord réquisitionner ces tonnes, ces milliers de tonnes de grains, de vêtements, de bétail pour pouvoir nourrir ces armées. Il faut se souvenir qu'il y avait pratiquement 1 million d'hommes massés à toutes les frontières de la France en 1794, donc ça représentait un enjeu logistique absolument considérable. Et en termes de justice militaire, c'est vrai que Saint-Just garde la trace d'un représentant assez impitoyable parce qu'il a mis en place des commissions révolutionnaires qui jugeaient sans jury les soldats et les officiers, c'est important, qui s'étaient distingués dans des délits qui étaient susceptibles de mettre en cause la victoire. Les petits délits n'étaient pas punis, ou en tout cas n'étaient pas punis de mort, mais tous les délits ou les crimes liés à la trahison ou à la désertion étaient très sévèrement punis. Et Saint-Just passe encore aujourd'hui pour l'épurateur des armées, même s'il faut relativiser le nombre de victimes de ces commissions, qui n'a pas été aussi important qu'on a parfois pu le dire, mais c'est vrai qu'on garde l'image d'un représentant, entre guillemets, pur et dur, jeune, ayant besoin de s'affirmer auprès des armées et mettant en place une justice militaire impitoyable pour faire régner la discipline.
Il y avait environ une dizaine d'années de différence d'âge entre Saint-Just et Robespierre, mais c'est vrai que les deux, je dirais, se sont très vite trouvés. C'est-à-dire que Saint-Just a écrit d'abord à Robespierre très tôt, dès le mois d'août 1790, il ne le connaissait pas personnellement. Saint-Just était encore à Blérancourt à cette époque, alors que bien sûr Robespierre était déjà député à l'Assemblée constituante, mais Saint-Just savait que Robespierre avait été celui qui était contre le veto royal, contre la loi martiale, pour la liberté de la presse, et il a très vite reconnu dans Robespierre une figure importante dont il s'est très rapidement rapproché dès le mois de septembre 1792 lorsqu'il est venu siéger sur les bancs de la montagne à la Convention nationale. Et c'est vrai qu'il y a une proximité très importante entre les deux. Je dirais que d'abord il y a une proximité de caractère. Il est certain que ces deux personnages, chacun le sait, étaient d'abord des personnages très dogmatiques, très enfermés dans leur idéologie, pensant incarner à eux seuls la souveraineté du peuple et les droits du peuple, très soupçonneux, et on connaît évidemment la tendance de Robespierre à avoir des ennemis un peu partout et à construire et à échafauder des conspirations. Donc là, il y a quand même un trait de caractère qui est assez frappant entre les deux, c'est-à-dire cette conviction d'incarner à eux seuls la souveraineté du peuple et cette rigueur, pour ne pas dire cette raideur intellectuelle et idéologique que tous les contemporains ont constaté, et notamment dans les récits de mémoire que j'ai pu consulter. Il y a une unanimité à peu près totale sur le caractère ombrageux de Saint-Just et son caractère également très sec et très autoritaire. Et il y a aussi une convergence de vues sur la société révolutionnaire telle qu'il la voulait, c'est-à-dire une société, on l'a dit, de petits propriétaires, ayant chacun un lot de terre limité, à l'abri du fisc, avec une auberge, avec une famille, donc une vision très idéalisée, un peu rurale de la société révolutionnaire, échappant à l'influence des riches, des négociants, des gros entrepreneurs. Donc ce sont vraiment les porte-parole des sans-culottes. Alors Hébert, dont on a parlé tout à l'heure, l'était encore davantage, dans un angle encore plus agressif, on dirait aujourd'hui plus populiste. Mais c'est vrai qu'il y a dans la vision de la société révolutionnaire que ont Saint-Just et Robespierre une convergence de vues très importante, donc ils sont liés à la fois par des questions de personnalité, de caractère, et par une conception idéologique de la société et de la cité révolutionnaire qui leur est tout à fait commune. On a peu d'éléments sur le côté résigné de Saint-Just à la fin de sa vie, mais c'est vrai qu'on a souvent tendance à extraire cette phrase qu'il avait rédigée dans un carnet qu'il tenait régulièrement, « La révolution est glacée ». C'est une citation que l'on cite souvent pour exprimer l'idée que Saint-Just avait le sentiment à la fin de sa vie vraisemblablement de découragement du fait que la terreur avait blasé le crime comme les liqueurs blasent le palais, pour reprendre son expression, et que la révolution n'avait peut-être pas abouti à la société idéale qu'il voulait atteindre avec Robespierre. Donc on a ces sentiments de découragement. On cite aussi souvent l'attitude qu'il aurait eue à l'hôtel de ville, le fameux 9 Thermidor, le 10 Thermidor plus exactement, aux premières heures du 28 juillet 1794, lorsque les troupes de la Convention menées par Barras sont venues investir l'hôtel de ville pour arrêter Robespierre, Saint-Just et leurs amis. Et on lui trouve à ce moment-là un comportement qui n'est pas un comportement très combatif et qui contraste beaucoup avec celui qu'il aurait eu ou qu'il a eu à la tête des armées, ou en tout cas avec les autres représentants du peuple et les officiers qu'il avait côtoyés à l'armée du Rhin d'abord et à l'armée du Nord ensuite. Donc on en a conclu, peut-être un peu vite, mais c'est très difficile de le savoir parce que là on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle la psychohistoire. C'est pas évident de savoir la manière dont Saint-Just a vécu ces derniers mois, mais on sent dans ses écrits, dans ses discours, un certain découragement qui l'aurait peut-être conduit jusqu'à la mort. Et on sait que de tous ceux qui siégeaient à l'hôtel de ville au moment où les troupes de la Convention sont arrivées, on sait qu'il a été un des rares à se rendre spontanément sans essayer de résister. Robespierre, on le sait, a essayé de se suicider, en tout cas c'est la version que l'on a retenue. Le frère de Robespierre a cherché à s'échapper par une fenêtre de l'hôtel de ville et il est mort. Couthon a essayé de s'échapper par l'escalier. Donc Saint-Just, lui, n'a rien fait et il aurait peut-être essayé d'extraire un couteau
couteau de sa poche pour demander à son ami Lebas de le tuer, mais rien n'est très sûr là-dessus. Il s'est rendu spontanément, et d'ailleurs de tous ceux qui ont été traînés à l'échafaud à la fin de la journée du 28 juillet 1794, on sait par les témoignages que c'est l'un des rares à être resté, je dirais, digne devant la mort, alors que Robespierre, son frère et quelques autres étaient sanglants au fond de la charrette. Lui a tenu à marquer à la postérité, a tenu à affirmer la vision d'un jeune homme droit, non pas dans ses bottes, mais dans sa charrette jusqu'à l'échafaud, et c'est l'image qu'il a voulu laisser à la postérité future. La question est très difficile à traiter en quelques mots. Ce qu'on peut en retenir, c'est, je dirais, la polyvalence de Saint-Just. Ce qui m'a frappé, moi, beaucoup dans cette biographie, c'est la capacité de cet homme très jeune à appréhender des sujets très différents. Il a participé à des débats constitutionnels d'une complexité évidemment très importante. Il s'est intéressé aux questions paysannes, il s'est intéressé aux questions fiscales. Il a pensé la cité révolutionnaire idéale en termes d'institutions, d'amitié, d'éducation, de fiscalité, de propriété. Donc c'est quelqu'un qui s'est intéressé à des sujets très différents. On a beaucoup retenu aussi bien sûr tout le côté militaire de ses missions aux armées, mais il a également réfléchi au fonctionnement du ministère de la guerre, au fonctionnement de l'administration. Il a théorisé la bureaucratie. Il y a beaucoup d'écrits de Saint-Just sur le monde des fonctionnaires, de la bureaucratie, de la paperasserie qui fait un écran entre la Convention et le peuple. Donc c'est quelqu'un qui a su réfléchir à des sujets extrêmement variés, très différents dans le domaine politique, militaire, économique, social et culturel, éducatif, mais qui a également agi. C'est-à-dire que contrairement à Robespierre qui était un homme de bureau et de tribune, Saint-Just était un homme de terrain. C'est quelqu'un qui a su penser les institutions de façon très profonde, au travers d'écrits très nombreux qu'on conserve encore aujourd'hui, et en même temps c'est quelqu'un qui a agi sur le terrain et qui a été un logisticien très important dans le cadre de la défense des frontières françaises en 1793 et 94. Merci à vous.